Salut, c'est Maxence et bienvenue dans un nouvel épisode de 24 of 24. Aujourd'hui, je te présente Madeleine, qui est plongeuse extrême et en 2024, elle a plongé dans les plus beaux spots du monde avec Red Bull. Salut Madeleine. Salut. Comment ça va? Très bien, et toi? Écoute, ravi d'être là, ravi d'être à Madrid pour faire connaissance et comprendre un peu tout ton parcours et ce que tu as fait cette année. J'aime bien commencer le podcast par toujours la même question pour tous les invités que je rencontre, qui est quel a été toi ton meilleur moment en 2024? Voilà, c'est dur parce que 2024 a été une super année, mais je pense que ce serait pendant une de mes compétitions Red Bull en Irlande. Okay. C'était donc cet été, mais c'était en Irlande du Nord, donc il faisait super froid. Et en fait, on avait un plongeon d'une falaise qui faisait hyper peur à 6h du mat. L'eau était à 12 degrés, donc des conditions hyper dures. Et en fait, il y avait que nous, les plongeurs, il n'y avait pas de spectateurs levés à cette heure-là. Et de plonger là comme ça à 6h du mat dans un endroit magnifique, ça m'a vraiment rempli le cœur parce que d'un côté j'avais peur et c'était assez inconfortable, et d'un autre côté je me disais mais ouais, là t'es dans un endroit tellement incroyable, et un peu tout le travail que j'ai mis ces 4 dernières années prenait tout son sens à cet endroit, et voilà, ça m'a un peu rempli, et je me suis dit mais you made it, et voilà, donc c'était vraiment magique comme moment. Trop bien. Bah écoute, on va un peu rembobiner et parler un peu de toi plus jeune, puisque tu as commencé par la gymnastique, je crois, quand tu étais jeune au Portugal. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment t'es amené à faire de la gym à genre 5-6 ans, un truc comme ça? Ouais, carrément. Moi, je pense qu'un enfant classique, mes parents m'ont fait toujours faire un peu de sport, un peu ce que je voulais pour m'activer. Et c'est vrai que la gymnastique, dans la cour de récré, tous mes amis, on faisait des roues partout, etc. Et c'était un peu le truc cool à faire de la gym. Donc, je me suis mis à faire de la gym. J'en ai fait pendant 3 ans, un peu en mode suiveuse, parce que mes amis en faisaient. Donc, je faisais pas très sérieusement. Je trichais à la muscu et tout. Et à 9 ans, j'ai décidé d'arrêter parce qu'en fait, j'aimais pas tant que ça. Et j'ai repris à 10 ans par moi-même. Et donc là, vraiment avec beaucoup de volonté. Et c'est là où ma carrière a un peu décollé. Et c'était de la gym accro, je crois. Exactement, de la gym accro, qu'on appelle aussi de l'acrosport. Alors, j'aime pas trop ça parce qu'en EPS, c'est ça, mais à très 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 haut niveau. Bien sûr. Donc un peu plus. Tu fais pas juste des pyramides. Non, mais exactement. Et donc c'est pas olympique, la gymnastique acrobatique. Bon, on va en reparler après. Et donc toi, t'étais voltigeuse, je crois, pour être précis. Exactement. Ça consiste à quoi, du coup, voltigeuse? Du coup, voltigeuse, donc moi j'avais 2 porteuses, donc 2 filles qui en général sont en bas des pyramides, et donc qui vont me porter, soit qui vont me lancer dans les airs et je faisais une série de saltos et de vrilles, ou alors on faisait des pyramides statiques où moi j'allais faire des équilibres, des trucs de souplesse, etc. Ok. Et à cet âge-là, donc tu reprends à 10 ans, et je crois que rapidement tu vas à très haut niveau, quoi, en gymnastique. Comment ça se passe, cette période-là d'entraînement très intense à un âge qui est quand même assez jeune? En effet, à 11 ans, je fais mes premiers championnats du monde, j'arrive 5e et tout, donc ça va très très vite. Et en fait, la gym, c'est un sport où ton pic de carrière est très très jeune, donc faut tout donner très très tôt. Et donc, je m'entraînais déjà, je sais plus, 4-5 heures par jour, en plus des cours, j'avais pas du tout d'horaire aménagé. T'es genre en CM1 en plus, t'es genre primaire, c'est ça, c'est CM2, 6e. Et donc c'était hyper intense, vraiment j'arrêtais pas, j'arrivais peut-être à 9-10 heures le soir, j'avais pas encore fait mes devoirs et tout. Et donc arrivé à un moment où ça devenait trop, et moi toutes mes amies de la gym, elles redoublaient. Pour le coup, pour mes parents, c'était pas vraiment une option. Et donc on a un peu brainstormé pour chercher des solutions, et il se trouve que en même temps ma mère a déménagé en Belgique, donc on s'est dit pourquoi pas en Belgique, mais en fait j'étais pas belge, donc je pouvais pas faire de compète là-bas. Et donc on a regardé la France, j'étais française, et il y a un super système de sport-études, en tout cas collège-lycée. Et donc, je me suis dit, go. Donc, à 12 ans, j'ai décidé de déménager en France toute seule. Toute seule. Et donc, mon père habitait au Portugal, ma mère en Belgique. Et je me suis lancée. Donc là, il y avait tout un programme horaire aménagé et tout qui me permettait de faire les deux bien. Et c'est facile la transition entre le modèle de gym accro au Portugal et en France, les entraînements, est-ce que c'est la même chose? Le système, est-ce qu'il est similaire? Et comment, après avoir été dans l'équipe nationale au Portugal, tu peux intégrer l'équipe nationale en France? Est-ce que c'est facile? Alors en fait, moi, vu que j'avais déjà fait des apparitions au championnat du monde, et j'avais même battu les Françaises, donc la France était ravie de m'accueillir.
Et en fait, j'avais la nationalité française, donc évidemment, enfin, c'est assez rapide. Donc de ce côté-là, disons qu'administrativement, il n'y a pas eu de problème parce que j'étais vraiment au très haut niveau, donc c'était qu'un plus pour eux. Et après, après j'étais en sport-études, en internat. Les entraînements, c'était grosso modo la même chose, sauf que du coup, il y avait côté cours, c'était beaucoup plus aménagé. J'avais pas EPS, j'avais des cours pendant les vacances. Si j'avais pas pu réviser parce que j'étais en compète, les profs comprenaient. Donc ça, c'était beaucoup plus agréable. Surtout que moi, j'étais assez sérieuse, donc voilà, j'étais pas là à essayer de tricher ou quoi. Donc pour le coup, ce système m'a permis de durer beaucoup plus longtemps dans ma carrière de gymnastique, tout en faisant des études et en étant bonne élève. Ouais. Et ça, du coup, c'est de quoi? C'est de 12 ans à 17 ans, quelque chose comme ça? Exactement. C'est de 12 ans, c'est jusqu'à la première. Et donc, j'arrête fin première. T'arrêtes au championnat du monde, je crois, à Levallois, donc en France. Ouais. Tu peux nous parler de ce... Enfin, du coup, tu savais que t'allais arrêter déjà à ce moment-là? Comment tu l'as vécu? Ouais, carrément. En fait, l'équipe de France, enfin, la Fédé avait un peu monté une espèce de programme jusqu'à ces championnats du monde où on était tous regroupés, toute l'équipe de France, entre guillemets, dans un centre avec une entraîneur. Ouais. Et donc, un peu l'échéance, enfin, la compète finale, c'était ce championnat du monde à la maison en France. Ouais. Et pour moi, ça coïncidait un peu au moment où ça commençait à être compliqué d'être voltigeuse parce que, qui dit voltigeuse dit aussi faire très attention à son poids parce que, on portait, etc. Ouais. Et donc, pour garder le même poids entre mes 12 et 17 ans, au fur et à mesure, j'ai de moins en moins mangé et tout. Donc, à un moment, c'était plus trop sain. Donc, moi, c'est vrai que je me disais que je voulais arrêter, en tout cas, la compétition à ce moment-là. Ouais. Et honnêtement, c'était une compétition incroyable parce que du coup, j'avais ma famille, mes amis, etc. à la maison. C'était aussi le fruit d'un travail de 4 ans. Ça s'est très bien passé. On est arrivé 7e. Mondial. Voilà, c'est une discipline qui est très très compétitive, comme la gym normale, donc faire un podium, c'était très très dur. Ouais. Donc voilà, en vrai, très satisfaite de cette fin de carrière où on a tout donné, aucun regret et à la maison, enfin il y a rien de plus beau. Et du coup, tu savais derrière comment t'allais rebondir, tu savais ce que t'allais faire l'année suivante? Alors j'avais des idées, donc ce qui est un peu dur, là je pense qu'avec les JO, beaucoup de sportifs de niveau vont se reconnaître, mais c'est qu'une fois que t'arrêtes ton sport, t'es complètement hors du système en 2 secondes et demie et il y a aucun accompagnement, ou alors peut-être maintenant ça a changé, mais je pense très très peu dans la reconversion, etc. Ouais. Donc t'es vraiment livré à toi-même. Donc moi j'avais 17 ans, je faisais de la gym de niveau depuis mes 10 ans, je connaissais rien d'autre. Et donc là, j'ai changé de lycée parce que du coup, je pouvais plus être en sport-études forcément. Ouais. Donc je suis allée en Belgique, au lycée français, vivre avec ma mère. Okay. Donc là, déjà très dur parce que le lycée français de Bruxelles avait un très haut niveau. Et donc, moi qui étais bonne élève depuis toujours, je me prends une claque parce qu'en fait, énorme claque. Okay. Et du coup, je deviens, entre guillemets, mauvais élève, à mes standards. Ouais. Donc dur, j'arrête la gym. Il y a pas d'accompagnement psychologique. Niveau corps, c'était la cata aussi. Je me suis fait opérer au genou et tout, donc c'était vraiment la dégringolade. Ouais. Donc moi, comme idée de projet, j'avais évidemment passé mon bac, mais surtout aller au Cirque du Soleil, parce qu'en fait au Cirque du Soleil, forcément il y a des gymnastes, mais surtout la gymnastique acrobatique, c'est vraiment, il y a quasiment même pas de changement à faire. Les numéros du cirque, c'est vraiment de la gym acrobatique. Ouais. Et du coup, les recruteurs viennent aux compètes et tout, donc on avait des très bons contacts avec eux. Mais voilà, moi j'étais dans leur database, j'avais été entre guillemets sélectionnée assez facilement. Ouais. Mais ensuite, il faut qu'il y ait un poste d'ouvert dans un des shows. Ouais. Et là, ça peut prendre 2 mois, comme 3 ans. Okay. Donc en fait, mon objectif, c'était de continuer à m'entraîner pour garder mon niveau. Mais du coup, j'étais plus dans la structure, donc je m'entraînais dans ma chambre avant mes cours à 6h du mat, dans le noir. Ah ouais. C'était vraiment pas très drôle. Ouais. À essayer de garder mon niveau, mais je galérais parce que je passais de 5 heures d'entraînement toute seule. Ouais. Et donc, j'ai fait cette année en terminale qui était très dure. Ensuite, j'ai pris une année sabbatique. Là, j'ai eu de la chance. Mes parents sont très compréhensifs et c'est eux qui m'ont proposé de prendre une année sabbatique. Non, c'est le contraire. Ouais. Pour me poser et réfléchir un peu à ce que je fais et me donner un peu une chance pour continuer à m'entraîner. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait 1 an où j'ai entraîné en Angleterre. J'étais coach et comme ça, en même temps, je pouvais m'entraîner. Ok. Et toujours avec un peu ce rêve de Cirque du Soleil auquel je m'accrochais. T'avais des nouvelles, régulièrement, du coup, de... Pas trop. Okay. Pas trop, donc c'était hyper flou, dur. Ouais, c'était le flou. C'est dur de continuer à s'entraîner tout seul, sans objectif très concret. Ouais. Et puis, tu vois ton niveau qui dégringole, parce que même si tu t'entraînes 2 heures par jour, avant je m'entraînais 5. Ouais. Donc voilà. Et donc finalement, j'ai quand même appliqué aux universités en Angleterre. J'ai décidé de faire mes études.
Et puis 2 ans après, il y a eu la rentrée. Je me suis dit, je passe à autre chose. Je pense que le plus dur pour moi, ça a été vraiment de mentalement me dire, je passe à autre chose sans me dire j'abandonne. Ouais, okay. Parce que moi, je suis un peu une battante. Et du coup, me dire, je tourne la page. J'avais vraiment du mal à me dire que j'étais pas une quitteuse. Enfin, tu vois. Et donc voilà, j'avais ce projet d'aller au Cirque du Soleil. Après, c'était que quelques années. Je voulais quand même faire des études après. Ouais. Finalement, c'est pas arrivé. La vie se passe pas toujours comme on veut. Ouais. Et puis, et voilà, j'ai passé mon chemin et j'ai commencé une vie complètement différente. Donc là, tu rentres à l'université au UK. À Londres, ouais. Est-ce que l'intensité que tu avais mis dans ton sport, tu l'as mis autre part, tu vois, tu l'as mis peut-être dans, je sais pas, avoir les jobs les plus prestigieux ou sur de choses ou pas? 100%. Okay. Et en fait, pendant ces 2 ans là, avant de commencer l'univ, je me disais un peu, mais genre si j'arrête la gym, c'est un peu mon pic de ma vie, enfin toutes mes qualités qui partent avec la gymnastique, donc je laisse tout derrière. Et en fait, en commençant l'univ, c'était assez cool parce que du coup, à Londres, c'est un système éducatif, enfin en Angleterre, pardon, anglo-saxon, où c'est très basé sur les expériences pratiques, donc les hands-on. Ouais. Donc en fait, on a très peu de cours. J'avais 12 heures de cours par semaine, et donc on a beaucoup de temps pour soit faire du sport, soit faire des assos, soit faire la fête, voilà, si c'est ton truc. Et donc moi là, j'ai rencontré un peu les bonnes personnes et j'ai mis tout mon temps et tout dans les assos, à organiser des événements un peu business, carrière pour les élèves. Okay. Et en parallèle, j'avais toujours un taf à mi-temps en start-up. Okay. Donc j'avais un emploi du temps de dingue, hyper chargé. Donc j'organisais des visites d'entreprise dans les HQ des grosses boîtes à Londres, des panels et tout. Et honnêtement, c'était trop cool de voir que cette énergie que j'avais en gym, je la mettais là. Donc en vrai, j'ai passé des super années où j'ai pas arrêté. Après, côté sport, pour le coup, je m'y suis pas du tout retrouvée. Je pense que c'était un mix de Londres, tout coûte très cher, donc même faire du sport, ça coûte cher. Ouais. Je trouvais pas trop de sport qui me faisait kiffer, donc en fait, j'ai pas fait de sport. J'ai arrêté le sport. C'est un peu, je pense, parfois les sportifs de niveau, ils ont un peu ça, ils arrêtent complètement le sport parce que tu sais plus trop quoi faire. Et du coup, voilà, j'ai mis toute mon énergie donc voilà, mon but final, c'était un peu de trouver un job, d'avoir un job en poche avant la fin de mes études. Et donc, j'ai fait stage à gogo, emploi à mi-temps et asso, et c'était trop cool. Trop bien. Et t'es parti à Hong Kong, je crois aussi. Ouais. Et là, t'as repris un peu le sport, non? Ouais. En fait, du coup, j'ai fait 2 ans à Londres et ensuite un an d'échange à Hong Kong. Et c'est vrai qu'après ces 2 ans à Londres, c'était génial. Mais c'est vrai que c'était très intense. Et je me suis un peu dit, en allant en échange à Hong Kong, calmos, faut quand même que tu profites de l'univ. Ouais. T'es dans tes vingtaines. Ouais. Parce que j'étais quand même très en mode carrière, tu vois. Et du coup, à Hong Kong, je me suis dit, challenge, tu fais pas de projet. Pas de projet en asso, tu taffes pas. Genre, j'ai dû me forcer. Et du coup, j'avais quand même du temps. Et donc, je me suis dit, commence un nouveau sport. Et je me suis dit, why not le rugby? En plus, à Hong Kong, je pense que vu que il y a beaucoup d'Australiens, il y a beaucoup de personnes de Nouvelle-Zélande, beaucoup d'Anglais et tout. C'est une culture assez présente. Okay. Ouais. Et il y avait beaucoup de gens en échange qui étaient là, donc bonne opportunité de rencontrer les gens. Donc je me suis mis au rugby et j'ai adoré. Okay. C'était le bon endroit aussi pour commencer mollo parce que finalement les Asiatiques ont des gabarits assez petits, etc. Ouais. Donc moi je fais 1m64 là-bas, j'étais costaud là-bas. Donc et honnêtement j'ai vraiment repris goût au sport. C'était trop cool. C'était la première fois que je reprenais vraiment et puis surtout du plaisir. Je m'amusais vraiment et il y avait toute une communauté, donc c'était génial. Trop cool. Et donc, comment t'arrives à faire du plongeon extrême, du coup, dans toute cette histoire? C'est la suite logique après le rugby, normal. Donc, en fait, après Hong Kong, il me restait 1 an d'études à Londres. Donc, je reviens à Londres. Je continue un peu le rugby, mais honnêtement, à Londres, c'est haut niveau. Je me fais complètement dégommer par les nanas là-bas, par les gabarits et tout. Et s'ensuit le Covid et tout. Donc, en fait, je finis pas du tout mes études à Londres. Je finis mes études à la maison. Voilà. Et donc, je déménage à Madrid pour mon travail chez Amazon que j'avais du coup réussi à décrocher avant même de finir mes études. Et donc moi j'avais aussi en partie rejoint cette boîte pour l'aspect people. Enfin, j'adorais les gens, les connexions, aller au bureau et tout. Et là c'est 100% télétravail.
Je peux même pas aller au bureau parce que du coup c'est vraiment Covid. Okay. Donc je me retrouve dans ma chambre à bosser toute la journée toute seule, et en plus tous mes potes faisaient des masters, donc ils étaient tous encore en mode études. Donc c'était assez dur. Moi je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'énergie physiquement, j'ai besoin de bouger, et donc de passer 10 heures par jour à 1 mètre de mon lit, c'était très dur. Et du coup, et en même temps, je me dis, donc là, ma vie pendant les 40 prochaines années, c'est bosser dans ma chambre et prendre des biens en fin de journée. Et là, j'ai le tournis. Enfin, je me dis, j'ai un peu ça m'a vraiment angoissée. J'adore les bières, hein, mais et donc je me dis, ok, faut que tu trouves un truc un peu qui t'oblige à sortir de ta chambre. Et donc, je me mets au plongeon parce que pour le coup, quand t'as fait de la gym, c'est un sport normal à faire, exactement, adjacent. Mais pour le fun, je me disais, une vieille retraitée comme toi, c'est parfait et tout. L'eau, c'est tout mou. Et donc, je commence les cours du soir, et forcément, je progresse vite grâce à mon passé de gymnaste. Et je commence vraiment à retrouver ce goût du sport, mais pas que du sport, de l'acrobatie. J'avais un peu l'impression que je retrouvais un peu mon enfance, de vraiment quand j'étais petite, et juste de m'amuser en fait. Et donc d'un côté j'aimais tellement que je commence à passer d'y aller 2 fois par semaine à quasiment tous les jours en fait. J'y vais vraiment juste comme ça après le taf, quoi. Ouais, juste comme ça après le taf. Enfin, c'était des cours, donc c'est de 7h à de 19h à 21h. Et donc je commence à y aller tous les jours. Je commence le matin à me lever un peu plus tôt, faire des abdos, tu vois, un peu, voilà. Et au bout d'un moment, mon coach, je sais pas, me dit tu peux courir sur la plateforme et faire un saut, fais ce que tu vas à l'entraînement, t'amuser, tu vois. Et moi je me dis, mais en fait moi ce qui m'amuse c'est progresser. Je veux être une machine en plongeon. En fait c'est ça qui m'amuse, c'est pas de faire n'importe quoi. Et donc là je me dis, mais pourquoi pas reprendre la compète. Et il y avait 2 plongeurs Red Bull, donc plongeon extrême à 20 mètres, qui s'entraînaient dans ma piscine, un Mexicain et une Espagnole. Et donc j'avais cette petite graine plantée dans la tête, et je me dis, mais pourquoi pas carrément, enfin deviens folle, et enfin sois folle, et fixe-toi l'objectif de faire du plongeon extrême. Parce qu'en fait le plongeon classique, ça aurait été un peu comme ma carrière de gym, c'est un peu faut vraiment être une machine physique, c'est beaucoup de répétitions, la compétition est très dure, c'est vraiment sur la pointe de pied, etc. Tandis que le plongeon extrême, alors il faut être très très fort techniquement, il faut s'entraîner beaucoup, mais il y a la partie mentale, elle est énorme. Et en fait, je trouvais ça très cool comme challenge, surtout en étant adulte et en ayant tellement un peu ruminé et appris sur mon expérience de gymnastique, prendre tout ce bagage un peu mental et l'appliquer à un challenge complètement fou. Et donc j'en ai parlé à mon coach de l'époque, qui est toujours mon coach, qui en fait lui il entraînait l'équipe nationale d'Espagne. Donc ça c'était vraiment enfin j'avais pas mal de chance parce que c'était un mec très haut niveau. Et il me dit, je pense que t'en es capable parce que tu sais ce que c'est le haut niveau, pas en mode, pas grâce à tes aptitudes physiques, parce que là, par contre, va falloir bosser comme une tarée, t'es pas du tout au niveau. Mais parce que tu sais ce que ça veut dire. Tu sais les sacrifices, tu sais ce que... La rigueur, voilà, exactement. Et donc, un peu du jour au lendemain, il me dit, ok, bah, du coup, faut vraiment que tu t'entraînes tous les jours, tant de temps, faut que tu ailles à la salle de sport, que tu fasses ce programme et tout. Et du jour au lendemain, t'as changé le... Honnêtement, du jour au lendemain. Et j'ai eu cette obsession de faire les compètes Red Bull. Et je me suis quasiment jamais retournée, en fait. Ça, c'était quand ? Ça, c'était, du coup, j'ai commencé le plongeon septembre 2020. Et j'ai décidé ça en février 2021. Donc c'était... Et là, tu t'envoies 2 ans d'entraînement acharné. Ouais, 2 ans et demi, 2 ans d'entraînement acharné, sans savoir si ça allait marcher, en me disant sans doute que ça allait pas marcher, parce que moi je suis quelqu'un de très pragmatique, et donc statistiquement, s'il y a 20 femmes dans le monde, pourquoi moi ? Enfin, niveau pourcentage... Mais tu te voyais progresser quand même ? Alors, je me voyais progresser, parce que complètement. En fait, je partais tellement loin que pour le coup, je ne pouvais que progresser. Mais je me disais tous les jours, sans doute tu vas pas y arriver. Pas parce que je croyais pas en moi, juste parce que pourquoi je serais une des 20 femmes dans le monde, tu vois. Mais moi, j'ai toujours été vraiment en mode obligation de moyens. Je me disais, tu fais le max que tu peux. Si une fois que t'as fait tout, tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Par contre, faut tout donner, tu vois. Et pour le coup, ça me dérangeait pas du tout entre guillemets, d'échouer, parce que je l'aurais pas vu comme un échec si pour le coup j'avais pas réussi à atteindre le niveau Red Bull, ou si j'étais arrivée la première fois à 20 mètres et j'avais dit c'est trop, je peux pas, j'ai trop peur.
j'acceptais, enfin ça dans mon projet c'était complètement possible et j'étais ok avec ça. Et d'ailleurs je disais à tout le monde je veux faire les compétitions Red Bull. Il y a beaucoup de gens ils osent pas dire leur projet parce qu'ils ont peur au cas où ils n'y arrivent pas. Alors moi je le disais à tout le monde. Je me disais mais si j'y arrive pas j'aurais des bonnes raisons, enfin entre guillemets. Et donc après ce qui était dur c'est que c'est vraiment 2 ans sans palier, enfin sans il y a pas d'étape intermédiaire. Non, il y a pas de compète, il y a pas de petite compète. Enfin surtout que c'est 20 mètres ou rien, il y a pas 15 mètres, etc. Et donc ça c'était dur parce que parfois je me disais mais qu'est-ce que tu fous en fait, parce que forcément il y a beaucoup de sacrifices. Enfin, des centaines de dîners où j'ai dit non, des centaines de vacances et tout. Et honnêtement, mes potes me soutenaient, mais j'imagine qu'il y en a, ils se devaient dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Enfin, c'est complètement, enfin, le niveau Red Bull, c'est des gens qui font ça depuis toujours, tu vois. Et du coup, au taf, comment ils voyaient ça, du coup, parce que t'avais un job à temps plein. Ouais. Et ils te voyaient t'entraîner matin, soir, tous les jours de la semaine. Enfin. Bah, en fait, ils me voyaient pas parce que vu qu'on était en télétravail. Ah oui, c'est toujours full remote du coup. Ouais. Donc au début, j'en parlais pas trop. Enfin, j'en parlais un peu en mode fun fact. Je fais du plongeon, tu vois, en mode oui, c'est un sport random. Et au bout d'un moment, je pense, au bout d'1 an et demi, j'ai commencé à faire un peu des conférences en interne sur gérer l'équilibre taf et vie perso, sport, etc. Et donc, non, au taf, les gens trouvaient ça cool, mais je pense qu'ils se rendaient pas du tout compte de ce que c'était, de quel niveau je visais, et de ce que c'était. Enfin, les gens, je pense, qui me connaissent, se rendaient pas compte que les gens qui font les compétitions Red Bull, ils font ça à plein temps. Et tu vois, je pense qu'ils me disaient ah sympa, elle fait son truc à fond, tu vois. Ils se rendaient pas compte. Mais je pense qu'ils se rendaient pas du tout compte. Et donc voilà. Et après c'est là où mon coach a énormément joué dans ce parcours, c'est qu'il y a pas un jour où il a douté de moi, et quand moi j'avais un peu des downs, lui il me poussait, il me disait enfin voilà, on va y arriver, en tout cas on va tout donner. C'est vrai que bah de prendre des vidéos et tout, ça aide, tu vois à quel point t'as progressé. Il y a quand même des tricks, que ça soit des plongeons que je faisais de plus en plus difficiles, soit monter en hauteur. Enfin si tu vois que la première année je plongeais à 10 mètres, puis à 12, puis à 15 mètres, enfin c'est très concret comme progression, tu vois. Donc voilà, ça a aidé, mais il y a clairement eu des moments de down, ce qui est normal. Enfin, pour les gens, voilà. Comment tu t'entraînes sur le plongeon extrême? Sur quoi tu travailles du coup, sur les figures? Enfin, comment t'es noté typiquement dans une compétition Red Bull? Comment ça fonctionne? Et du coup, comment tu travailles en conséquence? Du coup, on est noté sur En fait, il y a deux scores. Il y a la technique, donc l'exécution que je vais détailler, et ensuite il y a le niveau de difficulté. Donc le niveau de difficulté, c'est à quel point ton plongeon est difficile, le nombre de saltos, la direction, les vrilles et tout. Et donc ça, tu le dis avant. Et c'est très clair, t'annonces ce que tu fais. T'annonces ce que tu fais. Et ensuite, l'exécution, donc c'est à quel point tu réalises bien ton plongeon. Donc là, on a le départ du plongeon, la position en l'air, que ça soit bien propre, les jambes bien tendues, etc. Et un des trucs les plus importants, c'est l'entrée dans l'eau. Donc mieux tu rentres dans l'eau, moins t'as d'éclaboussures. Et donc ça, c'est le plus important. Et donc comment on s'entraîne? Bah en fait, finalement, il faut une base très très forte technique de plongeon classique en fait, parce que c'est lié. Enfin, c'est juste une extension du plongeon. Donc en fait, moi à l'année, je m'entraîne en plongeon classique, donc même les plongeons arrivés par la tête. Et en fait, à 20 mètres, on arrive par les pieds parce que c'est trop violent pour arriver par la tête. Du coup, on travaille la deuxième partie du plongeon où on se redresse. En gros, on travaille le plongeon, les deux parties du plongeon, à 10 mètres ou même à 3 mètres, etc. Et on va vraiment travailler les tout petits trucs de la technique. C'est vraiment hyper précis comme sport. Donc voilà, il y a tout l'entraînement à la piscine. Ensuite, il y a évidemment une énorme prépa physique pour être assez en forme, pour envoyer des grosses figures, être hyper rapide, explosif, etc. Et surtout être bien en forme physiquement pour pas se blesser lors de l'entrée à l'eau à 20 mètres, qui est hyper violente. À 80 km/h? Ouais, exactement, 80 km/h. Donc honnêtement, c'est un choc si t'es pas hyper gainé, enfin tu te casses quoi. Donc et même quand t'es gainé, voilà, faut s'entraîner pour essayer de pas se blesser. Et après bah il y a toute la partie mentale qui s'entraîne de façon différente. Bon, il y a l'accompagnement. Moi, par exemple, j'ai pas mal d'exos mentaux. Donc, par exemple, la visualisation de figures,
de la compétition, etc. Donc beaucoup d'exos de visualisation que pour le coup j'utilise, que j'avais appris en gymnastique. Donc ça c'est cool, c'est un des outils que je réutilise. Donc t'imagines l'entrée dans l'eau, t'imagines la figure que tu vas faire, etc. En fait tu visualises ta figure et du coup ça fait c'est de l'entraînement pour ton cerveau. En fait parce que la figure elle va tellement vite, c'est 2-3 secondes. Que il faut vraiment qu'il y ait un automatisme, donc l'automatisme physique que tu vas entraîner en faisant ce salto, mais si tu arrives aussi à l'automatiser mentalement, bah c'est encore mieux. Et ensuite il y a un peu la visualisation positive, c'est-à-dire se voir à réussir la figure. Ça c'est peut-être pour un peu plus gérer le stress en compète, le manque de confiance en soi. Moi à un moment en gymnastique je ratais tout le temps une figure, donc mes devoirs à la maison c'était vraiment m'entraîner à me voir réussir cette figure, parce qu'en fait il y a un moment t'y crois même plus mentalement, et si t'y crois plus mentalement c'est foutu. Et moi j'avais fait beaucoup ça pendant les 2-3 ans où je me disais putain un jour si tu fais les compètes Red Bull ça va être chaud, parce que du jour au lendemain tu vas être devant 50-70 000 personnes, enfin le stress va être énorme. Et du coup honnêtement pendant un an je m'imaginais arriver sur la plateforme, avoir des tonnerres d'applaudissements, me sentir le stress monter, me dire oula j'ai peur, il y a plein de gens, me calmer. Et en fait ça, je l'ai fait tellement de fois dans ma tête que du coup le jour où c'est arrivé, alors évidemment j'étais hyper stressée, mais mon cerveau connaissait déjà cette situation, alors que c'est jamais arrivé en vrai, mais il connaissait déjà. Donc ça permet de l'appréhender un peu de façon un peu plus mesurée entre guillemets. Et ensuite, il y a tout le côté gérer sa peur à 20 mètres. Et du coup, l'entraînement en piscine, c'est dur de répliquer un environnement à 20 mètres, ou un environnement où il y a du vent, des rochers et tout. Donc, ce qu'on essaie de faire parfois avec mon coach, c'est de me mettre dans des situations inconfortables. Par exemple, de me faire des plongeons que j'aime pas, ou de changer un truc. Ou par exemple, du coup, moi, je m'entraîne en plateforme. Enfin, voilà. Et il y a le tremplin aussi à 3 mètres que moi, je déteste parce que je contrôle pas du tout, parce que j'ai jamais fait ça. Et par exemple, moi, ça me terrorise le tremplin, alors que c'est à 3 mètres. Et du coup, de faire des plongeons sur le tremplin, en fait, c'est un hyper bon exercice mental, parce que c'est plonger tout en étant très, très complètement hors de ma zone de confort, de pas être à l'aise du tout et tout. Et donc, en fait, ça, c'est un entraînement. Je vois. Ça, ou je sais pas, parfois, il y a les gamins, ils crient, ils parlent et tout. Et au lieu de leur dire, est-ce que vous pouvez arrêter de parler pour que je me concentre, je les laisse, parce que ça me fait une source de distraction. Comme ça, je m'habitue à plonger tout en ayant des trucs, des éléments externes qui me dérangent. Tu parles pas mal du coup de plongeons à 3 ou 10 mètres à l'entraînement. Plongeons à 20 mètres, j'imagine que tu peux pas t'entraîner tous les jours à plonger à 20 mètres. Comment ça se passe, et est-ce que tu te rappelles du premier moment où tu as plongé à 20 mètres hors compétition? Carrément. Alors déjà, peut-être les deux raisons pour lesquelles on peut pas s'entraîner tout le temps à 20 mètres, c'est une question d'infrastructure, tout simplement. Il y a 3 ou 4 plongeoires dans le monde à 20 mètres. Et sur le continent, en Europe, il y en a un en Autriche ouvert l'été, donc quelques mois. Sinon, il faut aller aux États-Unis, au Canada ou en Chine. Donc déjà, juste question logistique. Et ensuite, l'impact est tellement violent que c'est impossible de faire ça tous les jours si on veut préserver notre corps. Et du coup, oui, je me souviens de mon premier plongeon à 20 mètres. Ce qui est très important, c'est vraiment d'y aller progressivement. Donc j'avais fait 1 an de répétition à 10 mètres, ensuite 12 mètres, 15 mètres. J'avais fait un peu de 18 mètres 6 mois avant mon premier plongeon à 20 mètres. Et donc, quand je suis arrivée à 20 mètres, c'était un peu en mode un big deal, parce que je savais que c'était aussi la hauteur des compètes. Donc, à partir du moment où je plongeais à 20 mètres, c'est parti. Mais en fait, on était allé tellement petit à petit, on s'était tellement entraîné avec mon coach que je me sentais vraiment prête. Et du coup, il y avait cette appréhension de putain, c'est 20 mètres. Mais en même temps, je savais que je pouvais le faire. Et en fait, les plongeons que je faisais à 20 mètres, j'avais fait les mêmes à 15 mètres. Et du coup, je me souviens, c'était en janvier 2023. Et je fais une semaine de stage en Floride, et je fais 4 plongeons différents à 20 mètres. Et honnêtement, c'était une sensation d'accomplissement incroyable. Honnêtement, j'ai eu très peur, mais
mais c'est pas le moment où j'ai plus peur parce qu'en fait t'as peur tout le temps, genre 2 ans après j'ai tout le temps aussi peur donc je peux même pas dire okay. J'avais une peur, enfin il y a des moments à des compètes où j'ai plus peur que mes premiers plongeons à 20 mètres et tout parce que t'as aussi des trucs externes. Il y a un moment où honnêtement le mental c'est hyper dur à gérer, mais il y a des moments où tu doutes de toi alors que t'en as fait plein, enfin bref. Donc t'es jamais sorti il y a jamais un moment où tu te dis ok c'est bon, j'ai plus peur, je contrôle le truc, honnêtement jamais. Donc oui, j'ai eu très peur, mais comme les 2 ans qui en ont suivi quoi. Donc voilà, après c'était un énorme déclic parce que ça voulait dire qu'à partir de là c'est porte ouverte aux compétitions quoi. Est-ce que tu peux nous parler de la première sélection du coup à une compétition Red Bull? Pour toi. Donc en plus c'était à Paris je crois il me semble. Comment t'as su que t'étais prise et quel était le sentiment? Ça va être un accomplissement incroyable pour toi. Ça fait 2 ans et demi que tu t'entraînais pour ça. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu l'as appris quoi? Ouais, carrément. Bah du coup, quand j'ai eu donc en fait pour Red Bull et le format de compétition, c'est 4 plongeons en départ différents, donc en avant, en arrière, etc. Tu peux pas faire 4 fois le même plongeon ou 4 fois en avant. Donc j'envoie mes vidéos à Red Bull. Et en parallèle, la fédération française, parce qu'en fait, la première compète de l'année, c'était une Coupe du Monde, donc pas du tout le circuit Red Bull. Donc Red Bull me dit, ok, merci pour tes vidéos, enfin, on te rappellera ou on va voir, tu vois. Donc là, moi, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je sais même pas quelle compétition il y a dans l'année, Red Bull et tout. Je fais ma première Coupe du Monde. Alors là, c'était pas mal parce que c'était exactement dans le même endroit où je m'étais entraînée, où j'avais fait mes premiers plongeons à 20 mètres. Donc c'était voilà un environnement, disons, assez contrôlé. Mon coach était là et tout. Du coup, la resélection en équipe de France à ce moment-là. Et voilà. Donc là, je reviens en 2e fois dans une équipe de France différente. Donc aussi belle sensation d'accomplissement. Donc je fais cette première compète qui se passe, enfin entre guillemets, chaque compète où on se tue pas, entre guillemets, ça s'est bien passé, c'est déjà ça, mais je plonge pas non plus très bien, mais en même temps normal, enfin c'est ma première compète en plongeon, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les sélectionneurs Red Bull ont voulu voir un peu comment je réagissais dans cette compète pour savoir s'ils m'invitaient. Et donc 3 jours après cette compète, je reçois un coup de fil à Madrid, et là on me dit ok Madeleine, est-ce que t'es dispo sur telle date? Je dis ouais, ils disent ok bah t'es invité pour Red Bull Paris. Donc non seulement en première compète Red Bull, mais à la maison. Enfin c'est en France. Et ça honnêtement, faire sa première compète dans son pays, tu peux pas demander mieux. Clairement. Donc là j'étais hyper contente. Enfin j'étais, et en même temps je me dis ok tu l'as fait, et en même temps je me dis oh, mais quel stress parce que là les compètes Red Bull, en fait, c'est un peu plus stressant que les compètes en fédération parce que il y a beaucoup plus des médias, on est moins, on est 12 par compète, c'est hyper sélectif. Et en fait, si tu fais bien la compète, on te réinvite, mais si ça se passe pas très bien, on te réinvite pas. Donc t'as aussi un peu cette pression t'as un peu one shot. Je savais que quand c'est des compètes dans des capitales, il y a beaucoup de spectateurs. Là, je crois qu'à Paris, c'était entre 50 et 70 000. Mes amis, ma famille m'avaient jamais vu plonger, même à la pistoche, à la piscine. Et donc j'étais hyper contente, et voilà, et en même temps je me dis merde, shit getting real, tu vois, genre là c'est plus un rêve, c'est facile de dire quand c'est un rêve, tu vois. Et donc voilà, donc c'était incroyable, et donc j'arrive là, j'avais tellement d'interviews parce qu'en fait j'étais la première femme de l'histoire à faire des compètes Red Bull. Il y avait déjà un homme, mais pas de femmes. Donc là, à fond les médias, il y avait tellement de médias qu'en fait, il m'avait mis une journée à part de la compète parce que sinon ça m'aurait un peu déconcentré et tout. Donc c'était 5 jours avant, il y avait un lundi où j'ai fait 7 heures d'interview et tout. Donc pareil, ça fait monter la pression, tu vois. Tout le monde dit alors, qu'est-ce que ça fait d'être la première française? Moi, je savais pas si j'avais fait un plat et tout. Ensuite, j'arrive. Normalement, c'est 20 mètres. Là, c'est 22 mètres. Et enfin, tu te dis qu'à cette hauteur-là, ça change rien. Mais honnêtement, quand tu viens de faire ton premier 20 mètres il y a 6 mois et que t'es déjà et qu'en plus on te rajoute 2 mètres, honnêtement, ça fait une grosse diff. Et aussi, la dernière particularité des compètes Red Bull, c'est que t'as plateforme d'échauffement. C'est-à-dire que tu t'échauffes, enfin tu fais des tours de bras, hop, et 20 mètres direct. Donc en fait ça c'est chaud parce que normalement, enfin t'as un peu des plateformes 3-5 mètres, tu sois un peu, tu fais des petits ajustements, tu vois, tu vas petit à petit, et là non.
Et en fait, à 20 mètres, t'as pas le droit à l'erreur. Donc, tu vois, tu sais pas trop si tu t'es levé le matin un peu engourdi, si t'es justement beaucoup d'adrénaline. Donc, c'est hyper dur, en fait, de un peu mesurer son niveau d'énergie et son état actuel. Donc voilà, bref, tout ça, l'un dans l'autre, expérience absolument incroyable. Le spot était ouf aussi. Le spot était ouf, devant la Tour Eiffel, les photos que j'ai, c'est des photos collector à vie. Alors après, pour mes standards d'aujourd'hui, j'ai pas hyper bien plongé. Enfin, il y a un plongeon, je suis arrivée un peu sur les fesses et tout. Mais honnêtement, c'est genre ma deuxième compète dans ce sport. Enfin, tellement de pression et tout. Voilà, c'était pas en termes de pure performance, c'était pas la meilleure de l'histoire, mais normal. Et par contre, en termes de sensations, c'était incroyable. C'était une sensation d'accomplissement incroyable. À la finale, il y avait le présentateur, il criait mon Bayon, et t'avais toute la foule qui disait Bayon. Moi, j'étais là. Oh là là. Mais voilà, donc c'était vraiment une première. Et c'était encore plus ce moment en mode I made it, ces 3 ans de sueur, de sacrifice ont valu le coup, et finalement c'était que le début de l'aventure en fait. Enfin, c'était un accomplissement, mais c'était que le début. Donc, et parenthèse, du coup, t'as plongé dans la Seine. J'ai plongé dans la Seine. Ouais, j'ai un troisième une oreille là qui. Non, en vrai, tout va bien. Après, je pense que c'est très différent de plonger. On est 7 secondes dans l'eau versus nager 30 minutes. Mais oui, j'ai plongé. Et quand tu plonges à 20 mètres, t'as des plongeurs autour pour venir te chercher après ou ce genre de choses? Ouais, en compétition, il y a en effet des plongeurs de sécurité qui ont 2 rôles. Ils splash, donc ils nous envoient des petits jets d'eau. Alors, pas du tout pour que ça fasse moins mal. Tout le monde pense ça, mais j'adorerais. Mais à 20 mètres, un petit crachat sur l'eau, ça change rien. En fait, c'est pour qu'on voit la surface de l'eau. C'est vraiment pour le visuel, parce que si l'eau est parfaitement plate, on voit pas. Je sais pas trop pourquoi. Il y a des endroits où l'eau est transparente, donc on sait même pas où est la surface de l'eau. Donc c'est vraiment très important d'avoir un peu du splash pour brouiller la surface de l'eau. Ouais, pour que à la fin de la figure on voit, parce qu'en fait on fait notre figure, on l'arrête, on voit l'eau à quelle distance on est, et on s'ajuste. Alors tout ça c'est en quelques millisecondes, mais le visuel est hyper important. Et au cas où il se passe quelque chose et qu'on tombe mal et on fait un malaise, pour qu'ils aillent nous chercher. C'est hyper important, parce qu'en fait, je pense que dans l'eau, on arrive à 5-6 mètres de profondeur. Et donc, si on s'évanouit et qu'on remonte pas, en fait, tu coules hyper vite. Et il y a des endroits où tu as du courant. Donc, si on vient pas te chercher dans la seconde, ça peut être compliqué. Et donc, voilà, c'est hyper important, honnêtement, dans tous les sports à risque, d'avoir un dispositif de sécurité en place. C'est quoi, justement, toi, ton rapport au risque par rapport à ça? Est-ce que tu t'es fait... je sais pas, des frayeurs? Comment tu gères ça, du coup? Ouais. Déjà, je pense que je suis pas du tout quelqu'un de casse-cou. Enfin, je pense qu'on imagine les gens qui font ça comme un peu des gros casse-cou. Moi, c'est pas mon cas. Je pense que je suis quelqu'un qui prend... Ça me dérange pas de prendre des risques, mais contrôlés. C'est-à-dire, honnêtement, je m'entraîne tous les jours, 4 heures par jour depuis je sais pas combien de temps. Donc, c'est un risque, mais très mesuré. En fait, ce qui est dur dans mon sport, c'est que ça peut mal se passer si là, ça se passe mal. Parce qu'en fait, physiquement... on s'entraîne tellement que y a pas de raison. Enfin, physiquement, on sait exactement faire nos figures. Mais ce qui peut déconner, c'est là-dedans. Et donc ça, c'est dur, parce que ça te met une grosse charge sur les épaules. C'est vraiment ta faute si tu rates ta figure, et c'est parce que il y a quelque chose qui s'est mal passé dans ta tête. Après, voilà, moi, j'ai eu là, sur ces 2 dernières années, j'ai eu 2 crashs, pas graves du tout physiquement. J'en ai eu un à l'échauffement du championnat du monde, mon premier championnat du monde. Et en fait, je faisais un double arrière à l'échauffement, et j'avais pas trop de temps, j'étais pressée. Mon coach me donne les derniers détails, et je lui dis j'ai pas le temps et tout, je cours à 20 mètres. Et en fait, avec l'adrénaline et tout, j'ai beaucoup trop envoyé. Et alors, en fait, un double salto, c'est une figure assez simple à 20 mètres, donc faut vraiment contrôler et ménager sa puissance. Et en fait, j'ai fini mon double salto, il me restait 10 mètres, donc j'ai continué à tourner, donc je suis arrivée un peu sur le dos. Et donc, je me suis pas évanouie, mais j'arrivais plus à respirer, donc on a dû venir me chercher. Finalement, physiquement, ça allait bien, on m'a fait un check et tout, énorme frayeur. Après, vu que je m'étais pas perdue dans l'air, je savais quelle était l'erreur que j'avais fait et tout. Finalement, j'ai fait la compète et j'ai fait mes meilleurs plongeons que j'avais jamais fait. En fait, j'étais tellement en mode... je m'en foutais des scores, je m'en foutais de la compète, j'étais juste en mode te tue pas, en fait. Juste fais tes plongeons, te tue pas. Et du coup, j'avais
d'un côté, j'étais hyper stressée par ce qui venait de me passer. Ouais. Et d'un autre côté, j'avais complètement enlevé toute la pression de la compète. J'étais en mode fais tes 2 plongeons, arrive debout. Et du coup, j'ai trop bien plongé. Je suis arrivée 12e à mes premiers championnats du monde. Je m'y attendais pas du tout. Et un autre crash il y a 8 mois en hors saison. Où je préparais des nouveaux plongeons. Ça, c'est vraiment le côté très dur du sport. C'est quand tu fais un nouveau plongeon à 20 mètres, parce que tu peux le préparer au max. Ouais. Mais à un moment, à 20 mètres, souvent, ça peut être la première fois que tu fais la figure en complet. Là, c'était même pas à 20 mètres. En fait, c'était à 15 mètres. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis perdue et tout. Et je suis arrivée complètement sur le dos et tout. Et encore une fois, physiquement, ça va. Enfin, je me suis pris des bleus et tout. Je suis assez solide physiquement. Mais j'ai eu 1 mois et demi de énorme down mental. J'avais plus du tout confiance en moi dans la vie. Enfin, je doutais de tout et tout. Enfin, en fait, c'est assez violent parce que pendant le plongeon, je savais que j'allais me prendre un plat. Et donc, il y a vraiment un moment où tu dis, je vais peut-être mourir. Et donc, il y a un moment de peur extrême. Et ça, je pense que tu mets beaucoup de temps à récupérer. Ouais. En fait, c'est un peu, et c'est comme se prendre un accident de voiture, tu vois. Si tu prends un gros accident de voiture, même si t'as rien physiquement, t'es un peu secoué après, tu vois. Même dans ta vie, t'as un peu peur de tout et tout. Et du coup, j'ai mis bien 1 mois et demi à m'en remettre. Mais voilà, après, ça fait partie du sport. J'ai de la chance, j'ai encore jamais eu de crash où c'est catastrophique physiquement. Et aussi, je me suis jamais perdue dans un plongeon que je savais faire à 20 mètres. Ouais. Ça, c'est un peu la peur de tous les gens qui font des sports acrobatiques de se perdre dans l'air. Voilà. Et donc, depuis ce premier événement Red Bull à Paris, t'en as fait plein d'autres. Enfin, maintenant, tu fais partie du circuit, quoi. Comment ça se passe du coup? Ouais. Alors donc dans le circuit Red Bull, on a entre je sais pas, ça dépend des années, 6 à 8 compètes par an Red Bull. Ouais. Et donc sur chaque compète, il y a 12 participants femmes et sur ces 12, il y a 8 plongeuses permanentes qui font tout le circuit. D'accord. C'est le top 8-12 mondial de l'année précédente. Okay. Et ensuite, il y a 4 wildcards donc qu'on invite ponctuellement. D'accord. Et mieux tu plonges, plus tu fais des bons résultats, plus on te réinvite. D'accord. Et donc moi l'année dernière j'ai fait 2 compètes Red Bull, Paris et le Japon. Ouais. Et cette année j'ai même pas compté, je pense que j'en ai fait 4, 4 quelque chose comme ça, donc j'en ai fait beaucoup plus. Je suis toujours pas permanente parce qu'actuellement j'oscille entre 13e et 14e mondial et il faudrait que je sois dans le top 8 mondial pour toutes les faire. Okay. Voilà, après j'ai quand même vraiment augmenté de niveau en termes de points, en termes de difficulté de plongeon, etc. Et après il y a aussi d'autres compètes, soit de fédération, soit même des compètes un peu hors circuit privé. Donc cette année, j'ai fait une 10aine de compètes, le double des compètes de l'année dernière. Donc je commence vraiment à acquérir de l'expérience, à monter en niveau et tout. Donc c'est trop cool. Trop bien. Et tu dois avoir plein de spots incroyables, à l'image de Suite Paris, tu vois. Quel est, je sais pas, le spot cette année qui t'a marqué? T'en as parlé un petit peu en entrée. Peut-être pas forcément cette année uniquement, mais sur toutes les compètes Red Bull que t'as fait. Est-ce qu'il y a un spot unique sur lequel t'as sauté? Ouais, carrément. Bon, mon cœur oscille vraiment entre Paris, mais parce que tout le côté émotionnel, devant la Tour Eiffel, première compète Red Bull et tout, donc ça j'en ai déjà parlé, incroyable. Mais je pense que le spot le plus magique où j'ai plongé, c'était au Japon, à Takashio, dans la jungle japonaise. Et en fait, c'était incroyable parce que c'est des eaux sacrées où personne n'a le droit d'aller. Et en fait, le prêtre local qui gère un peu toute cette zone-là a accepté que Red Bull fasse une compète là et qu'on plonge dans ces eaux comme cadeau pour les dieux. Okay. Donc en fait, on a eu toute une série de cérémonies, de bénédictions, etc. pendant 2 jours pour pouvoir plonger. Okay. Il n'y avait pas du tout de public, donc c'était même interdit au public. Donc on était les 24 plongeurs. À plonger, il y avait un saut depuis une falaise depuis une cascade et les 3 autres plongeons de la plateforme Red Bull. Et en fait, tu plongeais et tu regardais vers le haut et il y avait ces cascades et la jungle qui recouvrait le ciel. Donc en fait, c'était tellement magique et tout ce truc de plonger pour les dieux et tout, t'étais complètement dans ce truc hyper spirituel et magique. Et c'était magnifique. Et honnêtement, même les plongeurs qui font des compètes depuis 10 ans, ils ont dit que c'était vraiment un des plus beaux endroits. Incroyable. Et pour l'anecdote, mon premier plongeon depuis la cascade, je plonge et je regarde vers le haut et c'était tellement beau, tellement magique que j'ai oublié de regarder mes scores. En fait, j'ai oublié que c'était une compète. Donc j'étais vraiment, j'étais vraiment dans l'expérience et dans le moment et c'était incroyable. Trop bien. Tu racontes pas mal ce que tu vis sur les réseaux. Ouais. Comment tu penses la création de contenu dans la construction de ta carrière, tu vois, de plongeuse? Ouais.
Alors, je suis encore en train de chercher un peu ma stratégie. Je teste des trucs différents, mais je pense que mon objectif un peu général, high level, c'est au-delà de montrer les plongeons. Je pense que c'est très cool, c'est impressionnant et tout, mais je pense que finalement, c'est hyper intéressant de partager un peu mes émotions, tout le backstage, pourquoi je fais ça, comment je m'entraîne, etc. Beaucoup de choses qu'on partage ici, parce que finalement, je pense que ce qui intéresse le plus les gens aujourd'hui, c'est des histoires, et c'est montrer aussi que moi, ce qui me tient à cœur aussi, c'est de montrer aux gens que moi, je suis pas du tout une fille casse-cou, je suis pas une alien, j'ai pas moins peur que tout le monde, je suis comme tout le monde. C'est juste que j'avais un rêve, j'y ai cru, j'ai tout donné. Et du coup, je suis vraiment une fille de 26 ans comme n'importe quel autre jeune. Et donc, d'essayer aussi peut-être d'inspirer d'autres gens à croire en leurs rêves et en montrant que j'ai peur comme tout le monde et pourtant, je souhaite quand même avoir maître. Voilà, donc d'être authentique, c'est un peu cliché, mais voilà, d'être authentique, de partager le backstage, les émotions, les up and down, etc. Voilà, après, de trouver le bon format, les bons mots, c'est ce qui est difficile. Mais voilà, pas juste montrer une vidéo d'un plongeon, mais montrer tout ce qu'il y a derrière. En tout cas, c'est ce qui me tient à cœur et que ça touche les gens, pas que qui sont intéressés au plongeon, mais juste qui sont intéressés à essayer de se pousser dans leur vie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025 ? Le podcast va sortir en décembre. Quels sont tes objectifs pour l'année 2025 ? Je pense côté pur plongeon, là je vais travailler en hors saison sur des plongeons plus difficiles. Donc l'objectif c'est de faire des plongeons plus difficiles et aussi de mieux les réaliser. Donc vraiment d'augmenter en niveau pour qu'après les résultats et le ranking suivent. Moi j'ai toujours une obligation de moyens. Donc voilà, moi je veux être au meilleur niveau de moi-même et ensuite le ranking ça dépend entre guillemets plus trop de moi. Donc de faire des nouveaux plongeons réussis et ensuite il y a un gros changement dans ma vie parce que jusqu'à maintenant je travaillais donc à plein temps dans une entreprise de technologie et donc là prochainement je vais quitter mon travail pour me dédier pleinement à mon sport et donc mon challenge ça va vraiment être de trouver une façon de monétiser mon sport, que ce soit les réseaux, les sponsors, les conférences. Donc, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est d'y arriver pour que je puisse continuer à m'y dédier pleinement. Écoute, c'est tout ce qu'on se souhaite. Merci beaucoup, Madeleine.